Non, non, dites France Insoumise ou bien Victoire. Est-ce que vous m'entendez bien là? Bonjour à toutes et à tous. Bon, on ne me connaît pas trop au Royaume-Uni, mais je suis Nina Yasmine Serron, donc la tête de liste de la liste Royaume-Uni populaire, écologique et sociale, qui est soutenue par la France Insoumise et par la CISE, la Confédération internationale solidaire et écologique. C'est une autre association. D'abord, merci à tous d'être là aujourd'hui. C'est une belle démonstration de force. Vous pouvez vous applaudir. C'est à la hauteur de la présence de Manuel Bompard aujourd'hui avec nous que je remercie d'être là. Il aurait pu choisir Genève, Bruxelles ou Montréal. Il a choisi Londres. Bon, on est la deuxième plus grosse circo des Français de l'étranger, mais on ne parle pas français. Donc, c'est un peu plus dépaysant. Et le fait que ça soit un peu plus dépaysant aussi, ça expose à d'autres problèmes, à plus d'isolation, à plus de détresse. Par exemple, tous ces étudiants pour qui il y a un choc culturel à l'arrivée. Par exemple, moi, j'en ai vécu un. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, j'ai compris qu'il y avait une fête, donc Guy Fawkes, pour fêter qu'on n'a pas tué le roi. Donc moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas et sinon, il y a le problème des jeunes filles au pair, comme l'a dit Lan, donc un public très vulnérable, frontières floues et permanentes, un travail de 50 heures par semaine, une pression des employeurs constante, des barrières linguistiques, une dépendance, c'est d'une grande violence. Des fois, j'ai lu des sorties restreintes. Donc, il y a un écrivain britannique qui disait « Si on peut survivre à la cuisine britannique, on peut survivre à tout ». Bon, moi je pense qu'il y a un peu de ça dans les Français du Royaume-Uni, on est un peu des résistants, il y a une tradition résistante, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est venu que par opportunité économique et c'est faux. Et je pense qu'il faut le dire, on est aussi une autre mondialisation. Alors, je l'ai lu dans des articles sociaux, justement, il y a venir en Angleterre, c'est lié à des transformations profondes dans les comportements, où on est plus mobile que nos parents. Des fois, on vient pour apprendre l'anglais, c'est vrai, pour des opportunités, mais aussi par une curiosité, en fait, pour le monde, un goût pour la différence. J'avais rencontré quelqu'un qui disait, elle est venue avec son sac à dos, elle est restée 20 ans. Donc voilà, il y a la mondialisation d'un côté, qui est cette homogénéisation, cette libération de tous les flux financiers qui enferment justement et qui fait que si on veut faire une politique de rupture, de justice sociale, en fait, on va être puni. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la globalisation. Et c'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes frontières dans la tête. Donc sans compter que maintenant, avec les nouveaux moyens de communication, on peut parler plus rapidement à sa famille, enfin plus facilement. Donc moi, je trouve, dans mon expérience de pourquoi je suis venue, il y a une des beautés, c'est l'Internet. Parce que l'Internet, au début, c'était quelque chose de libérateur. Quand on a fait Wikipédia ou le logiciel libre, c'est-à-dire qu'on mettait tous les savoirs en partage gratuitement, il n'y avait pas d'intérêt économique à faire ça. Et ces débuts prometteurs faisaient dire à André Gorz, qui est un éco-socialiste, que la fin du capitalisme était annoncée. Bon, il était un peu optimiste, parce que le capitalisme, il s'adapte toujours dans toutes les crises financières, on l'a vu. Bon, il se trouve que la langue de l'Internet, au début, bon, c'est peut-être impérialiste, mais c'est comme ça, c'était l'anglais. Donc, grâce à Internet, j'ai rencontré la personne qui est aujourd'hui ma meilleure amie depuis toujours. J'ai commencé à apprendre le japonais à 14 ans et j'ai découvert les Arctic Monkeys et le rock anglais. Voilà, on peut applaudir les Arctic Monkeys. Bon, voilà, je raconte un petit peu ma vie, mais c'est pour dire que, voilà, Jean-Luc Mélenchon, il oppose aux obsédés des Français de souche ce concept de créolisation. C'est une idée de l'écrivain et philosophe Édouard Glissant, martiniquais. Et en fait, la créolisation, c'est le fait que différentes langues, cultures, traditions et populations se mélangent au fil du temps pour créer quelque chose de nouveau. C'est pas seulement le multiculturalisme où les cultures coexistent les unes avec l'autre, il y a une transformation mutuelle. La France, c'est déjà une société créolisée et c'est un phénomène positif, on produit une nouvelle culture commune et vivante. Mais la créolisation entre le français et l'anglais, voilà ce dont je veux parler, ça se réduit pas au vocabulaire de la Startup Nation de Macron avec le networking et l'afterwork. C'est par exemple, pour ceux qui regardent Drag Race France, qui regardent Drag Race France. Personne? Il y a quelques-uns, pas beaucoup quand même. Ah, bon, il y a 3 personnes. En tout cas, c'est ce franglais dans Drag Race France, c'est ce mélange du français avec justement tout le vocabulaire de la culture queer new-yorkaise underground des années 80. Et je trouve que c'est une des beautés de la créolisation qu'on a franco-anglophone. Bon, mais sauvegarder cette globalisation, c'est aussi poser la question de la souveraineté numérique, puisque les GAFAM, ce sont les armes de Trump, dont elles ont financé l'élection. Et en cas de conflit avec les États-Unis, tous les logiciels pourraient s'arrêter. Bon,
Ça, c'est la question de la souveraineté numérique. Les sociologues disent qu'on est très dépolitisé, en tout cas en tant que Français du Royaume-Uni. Mais je trouve qu'on a tellement de valeurs communes, j'essaye d'en dessiner quelques-unes, et auxquelles il faut donner vie. Il y en a une, ce qu'ils notent, qui est remarquable chez nous, c'est le cosmopolitisme. C'est-à-dire cette idée que tous les humains appartiennent à une même communauté au-delà des frontières nationales, ethniques ou religieuses. Donc la valorisation des échanges, des cultures, de la diversité humaine, de la coopération entre les peuples. Ça remonte jusqu'à Kant, qui pensait qu'on pouvait fonder une citoyenneté universelle basée sur la paix et les droits entre les peuples. Il est vrai que le Royaume-Uni a été un refuge, Lannes l'a évoqué, pour des populations musulmanes qui, en fait, en France, c'est impossible d'avoir une carrière, de monter les échelons, d'avoir des postes à responsabilité quand on porte le voile. Ce qui est quand même délirant, ce qui devrait aller de soi, mais qui maintenant, dans le climat d'islamophobie qui va croissant, est devenu impossible. Donc, le problème, c'est que cette richesse, le cosmopolitisme qui nous a attirés aussi, c'est ce qui est mis à mal par la montée des nationalismes et par le Brexit. Même si on pourrait dire que la majorité d'entre nous sommes des immigrés avec certains privilèges, mais on a quand même des coûts, des milliers d'euros à notre charge de visa, et on vit avec une incertitude. On a fait des réunions publiques On a fait des rencontres publiques à Manchester et justement, une femme disait qu'à la frontière, à des frontières différentes à travers le monde, le fait de ne pas avoir de papier physique pour certifier de son visa, c'était un problème très régulièrement. Et en fait, c'est rien de ne pas avoir ce papier, mais c'est aussi une précarité mentale. On sait que notre présence est sur un siège éjectable. Autre particularité du Royaume-Uni, c'est le berceau du néolibéralisme qui nous présente d'autres contraintes. Donc il y a l'incertitude, la peur de perdre son emploi, la peur de tomber malade puisque les soins sont moins bien pris en charge qu'en France. Et pour beaucoup d'entre nous, les galères de fin du mois, à Londres est une ville très chère, très compétitive, avec des coûts du logement élevés, croissants, alors que les salaires sont stagnants. Bon, l'Angleterre, c'est 20% de pauvreté. En France, on est à 15%, plus 2% seulement sous Macron. Et rassurez-vous, je pense que si on laisse leur caste au pouvoir, ils vont rattraper le retard. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut les arrêter. Mais c'est ce capitalisme avancé au Royaume-Uni qui a inspiré Marx. Et au final, quand Marx était chassé de tous les pays, le seul qui l'a pris en dernier dans son exil politique, c'était le Royaume-Uni. Donc c'est un pays qui est plein de contradictions aussi. C'est aussi un pays, du coup, comme Lannes l'a évoqué, avec une histoire syndicale admirable. Donc, 22% de syndiqués en Royaume-Uni contre 10% en France. Pour la recherche, j'ai eu 2 offres de doctorat ici en 1 an, alors qu'en France, la recherche s'écroule, elle est décimée. Mais la montée du fascisme, qui au final n'est que le néolibéralisme radicalisé, on peut le voir à l'Assemblée nationale, comment le RN et les macronistes votent toujours main dans la main. Ici, ils criminalisent le mouvement de solidarité pour la Palestine. Il y a la menace de la privatisation de la NHS, il y a l'attaque des droits des personnes trans en instance suprême. Et surtout, les plus pénalisés, ce sont les plus précaires avec le permis à points. Donc on n'est pas tous égaux face au Brexit. Mais cette attaque sur les travailleurs, c'est inhérent à l'histoire du fascisme. C'est-à-dire que dans le berceau du fascisme, en Italie, à la base, les fascistes sont financés par les bourgeois pour réprimer les grèves dans le sang. Les bourgeois et les fascistes sont toujours main dans la main. Et c'est pour ça que notre projet antifasciste ne peut pas exister sans le projet de justice sociale. Voilà, alors, bon, le problème, j'ai lu les interviews des autres candidats à cette consulaire, histoire d'eux. La candidate du RN, alors, elle veut défendre les Français contre le Brexit, alors que c'est elle qui veut expulser en masse en France. Et en plus, je pense qu'elle a écrit son interview avec une IA, ou en tout cas, je l'espère, parce que sinon, elle sait même pas ce qu'il y a dedans, c'est très très grave. Et sinon, ce qui m'a frappé, c'est dans toutes les interviews, c'est que c'est absolument pas politisé, même chez les Verts, ce qui m'a surpris. Et pourtant, 2027 va être un tournant. Il y a ce nouveau risque climatique avec El Niño qui est en avance, qui va être encore l'année la plus chaude, avec des sécheresses, des incendies, des canicules, donc moins de récoltes, donc plus d'inflation, et la crise de l'eau qui depuis longtemps s'annonce avec des milliards de gens en stress hydrique. Donc la question du changement climatique, elle est fondamentale, elle doit structurer tout le reste. Et pourtant, ils ne le font pas de l'autre côté. Mais
nous posons de défendre la mise en œuvre de la bifurcation écologique dans les ambassades et les consulats ou dans les bâtiments liés à la France, par exemple les lycées français, les alliances françaises. Nous demanderons à ce que soit fait un bilan énergétique et à la réduction de la consommation d'énergie, les rénovations vertes, favoriser les contrats avec les fournisseurs d'énergie propre, favoriser les produits bio et en circuit court pour les cantines scolaires. Bon, pour toutes les listes, l'élection est réduite à une dimension locale et à des mêmes promesses de permanence en ligne et d'être joignable. Bon, pour nous, faire participer dans la démocratie, c'est aller chercher les gens, pas faire le vœu pieux qu'ils se connectent à notre live. Il y a une opportunité à saisir, les institutions des Français de l'étranger sont uniques au monde. Alors au début, c'est une institution coloniale, c'est-à-dire qu'on voulait qu'il y ait des représentants pour nous dire les affaires coloniales dans chaque pays. Mais maintenant, les élus, s'ils n'expriment peut-être plus, ou pas tous, des intérêts coloniaux, ils expriment des intérêts élitaires. Dans cette élection, la classe dominante s'adresse à la classe dominante. Donc il n'y a quasi pas de programme à chaque fois, mais il y a toujours des lignes pour parler de l'entrepreneuriat. Bon, attention, nous aussi on dit des choses sur l'entrepreneuriat. Dans le livret français de l'étranger, on dira qu'on fera un registre des entreprises françaises à l'étranger pour conditionner leur soutien financier à des critères sociaux et écologiques, par exemple. On n'est pas contre l'entrepreneuriat non plus. Mais il y a quelque chose qu'il faut leur dire à ces gens-là, c'est que les 2/3 des Français du Royaume-Uni ne sont pas à Londres. Et dans les Londoniens, les gens de la finance ne sont pas la majorité. Donc pourquoi sont-ils surreprésentés ? On a vu ce que ça fait de mettre un banquier à l'Élysée, puisqu'on a 1000 milliards de dettes maintenant. Donc les sociologues le disent, l'appareil d'État ne s'adresse qu'à ceux susceptibles de relayer son influence hors des frontières nationales. Donc ce prolongement de la citoyenneté française qu'offrent nos institutions doit être approfondi, doit être investi et surtout il doit être récupéré par le peuple, par notre camp social. Et pour cela, nous proposons de faire entrer le peuple sous toutes ses coutures au conseil consulaire. Donc, nous avons fait entrer dans 400 conseils municipaux et ça a occupé d'ailleurs tous les chroniqueurs télé qui étaient prêts à nous calomnier pour notre diversité culturelle, notre ancrage dans les réalités socio-économiques des classes populaires. On a appelé ça la Nouvelle-France et tout le monde a cru que ça voulait dire les Noirs et les Arabes, mais non. Ça voulait dire les mères célibataires, les étudiants, enfin des millions de choses. Et notre liste à nous, elle ne s'appelle pas populaire pour rien. C'est-à-dire qu'on a 4 candidats qui sont étudiants, 4 candidats qui travaillent dans l'écologie, 3 dans la santé, 4 dans le privé, donc des travailleurs, dont un avec un statut précaire, une du secteur créatif, une juriste, un syndicaliste, une militante associative, des universitaires, des agents de l'Institut français et de l'AEFE. Et surtout, on est éparpillés sur le territoire, on n'est pas que à Londres, on a toutes les banlieues de Londres. Moi, je suis de York, on a Manchester aussi, Brighton, etc. Je ne vous fais pas la liste parce que la liste est longue. Donc, les Français du Royaume-Uni, il faut rappeler à ces gens-là que nous ne sommes pas un ensemble homogène. Nous sommes traversés d'inégalités. La diaspora française dépasse la City de Londres, donc ils ne peuvent pas faire la démocratie sans nous. Il faudrait en finir avec cette idée répandue que le conseil consulaire, en fait, ça peut être que la représentation symbolique, tout entendu dans un petit club de notables. On sait que l'impact du conseiller consulaire est limité, mais on connaît d'autres moyens pour mettre au jour les causes, pour faire pression et pour obtenir des victoires. Alors, bien sûr, nous fournirons un soutien administratif dans toutes les prérogatives consulaires, mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous serons à disposition des compatriotes pour les problèmes de logement, la précarité, notamment chez les étudiants, les violences sexistes et sexuelles, homophobes, transphobes, racistes, la tranquillité publique, l'accès aux soins en santé mentale comme physique. Parce que oui, nous sommes attachés à cet idéal de créolisation, de mixité sociale, mais pour nous, ce cosmopolitisme ne doit pas être une indifférence à la différence et à ce que chaque personne peut rencontrer en fait comme difficulté, j'allais faire une traduction du actually, comme difficulté dans son quotidien. Donc, en regardant le bilan des autres conseillers consulaires, parce que pour nous, c'est notre première élection consulaire, il y en a qui ont obtenu l'élargissement des horaires du consulat, des postes en plus, qui ont résolu des problèmes de retraite individuelle. Mais nous, notre projet pour 2027 aussi, c'est toujours la révolution citoyenne, c'est-à-dire la transformation profonde de la société réalisée par une mobilisation démocratique du peuple. Voilà, la nouvelle France, c'est celle aussi, pour Jean-Luc Mélenchon, qui fera la refonte de la Constitution de la Ve République, qui date de 1958, et puisqu'un peuple, quand il évolue, il doit évoluer avec sa Constitution. Donc ce changement profond des rapports de pouvoir, nous le ferons advenir, mais pas tout seul. Nous avons besoin de vous, car le changement doit venir du peuple lui-même. Et pour cela, suspense, nous nous engageons à notre élection
à organiser régulièrement sur tout le territoire un processus d'audition citoyenne pour avoir une connaissance dynamique des problèmes et pour aller en fait au-delà des gens. On ne va pas juste faire la permanence en ligne, on va vadrouiller le pays. Donc, dans mon expérience de conseillère municipale à Vitry-sur-Seine, ce que je faisais, c'est qu'il y avait toujours 3 niveaux d'abord, on est présent dans les luttes, c'est-à-dire avec les parents au rectorat, dans les collectes alimentaires du Covid, sur les piquets de grève. Puis après, on porte ça au conseil municipal, auprès du maire, on interpelle le préfet et surtout, on travaille avec les députés de la France Insoumise eux-mêmes qui peuvent aider juridiquement, qui peuvent écrire des courriers au ministre, qui peuvent faire des propositions de loi. Et j'ai pas peur que ce fonctionnement que je connais déjà puisse se transposer au Royaume-Uni puisqu'on a un groupe d'amitié franco-britannique à l'Assemblée nationale où il y a 6 insoumis. Donc, j'ai pas peur pour l'avenir. Bon, le problème que nous rencontrons, c'est le problème de l'abstention, puisque, comme vous le savez, c'est une élection où il y a 15% de participation. Donc, nous avons dû toquer à des portes, nous avons dû aller au-devant des gens, et c'est le travail que nous continuons à faire, parce que la campagne ne va pas s'arrêter le 31 mai, elle va commencer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le micro qui parle. Ok. Bon. On sait qu'à la présidentielle aussi, il y a 50% d'abstention. Donc, la campagne ne fait que commencer pour nous et on aura besoin de vous. Notre projet de 6e République, de souveraineté du peuple, c'est aussi la conquête de cette chambre aristocratique par excellence qu'est le Sénat. Cette élection présente donc un enjeu supplémentaire que pas tout le monde est au courant, mais le conseiller consulaire élit des sénateurs. La gauche y est historiquement minoritaire et ça se voit. Par exemple, le Sénat rejette toutes les lois de progrès social. Par exemple, elle avait rejeté la constitutionnalisation de l'IVG en première lecture, ou... par exemple, ils valident toutes les immondices de Macron qui leur permet de gouverner même sans majorité. Et c'est quand le Sénat ne surenchérit pas dans l'immondice, on leur doit le retour de la loi Duplon qui autorise les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Bon, qu'est-ce que ça nous fait au Royaume-Uni? Bah si, ça fait, parce que la nature est un écosystème, en fait, et que chaque régression est une régression pour la planète entière, qui n'a pas d'effet ciblé et qui est pour... vos enfants aussi à l'avenir. Et c'est surtout la loi immigration de 2023, le Sénat, criminelle et anticonstitutionnelle, où il voulait supprimer la possibilité de régularisation dans les métiers en tension, des amendements qui remettaient en cause le droit du sol, il voulait durcir le regroupement familial, faire des quotas, faciliter les expulsions, les contrôles accrus. Bref, je ne vais pas faire la liste parce que c'est vraiment une cata. Et le RN a appelé ça une victoire idéologique. Ça a été salué par toute l'extrême droite dans le monde entier. Donc, il faut entrer au Sénat. Il faut que les insoumis entrent au Sénat pour y opposer une lutte antifasciste et internationaliste que nous défendons à travers une politique migratoire humaniste. Ces idéaux nous touchent au cœur. Et après tout, nous aussi, nous sommes des immigrés et au Royaume-Uni, particulièrement créolisés. Nous sommes des internationalistes et la République l'est aussi par définition. La Constitution de 1793, déjà pionnière du droit d'asile, disait dans son article 4, « Tout étranger âgé de 21 ans accompli, qui domicilié en France depuis une année, y vit de son travail ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen français. » C'est joli, non? Bon, personne n'est convaincu. Bon, c'est pour cela que aussi, nous, ici, nous allons défendre le droit absolu à la nationalité française. La défense, c'est une demande qui a augmenté, qui a été multipliée par 10 en 5 ans, pour les conjoints, surtout de Français qui veulent être naturalisés et pour encore avoir des droits à la citoyenneté européenne. Donc c'est 1789 qui fonde cette république comme un projet universel, politique, donc pas racial, pas ethnique, où nous sommes unis par l'adhésion à nos valeurs de liberté, égalité et fraternité. C'est un grand projet, permanent et inachevé, qui consacre la France à cet idéal démocratique exigeant et un projet de justice sociale inhérent. C'est 3 révolutions déjà, et puis il y a aussi la Commune, le Front populaire, mai 68. Tout ça, c'est ce qui devrait faire l'ADN de la France, puisque c'est une nation politique. Bon, il ne faut pas croire que les institutions des Français de l'étranger sont un cadeau que nous fait l'État. L'État compte sur nous pour cette forme de soft power, et au fond, nous sommes tous un peu à notre échelle des ambassadeurs. Déjà, car le rayonnement diplomatique de la France, c'est en partie l'accessibilité des services consulaires. À un moment, la France avait le 2e réseau diplomatique le plus fort au monde, derrière les États-Unis. Sous Macron, nous avons perdu 2 places au classement.
et nous sommes maintenant devancés par le Japon et la Turquie à cause de l'austérité. Donc, comme nos députés à la France Insoumise l'ont fait à l'Assemblée nationale, nous nous opposerons aux suppressions de postes et nous inciterons à la réalisation des tournées consulaires dans les villes où il n'y a pas de consulat général. Et il faut plus de bureaux de vote parce qu'il n'est pas possible que ça prenne toute la journée pour voter. On sait très bien que ça décourage les gens et surtout les gens qui n'ont pas le privilège de pouvoir perdre une journée. Bon, restaurer la grandeur diplomatique de la France, c'est aussi faire une France forte, indépendante et qui se fait entendre dans le concert international. Et je suis très fière qu'à la France Insoumise, nous ayons été les premiers à appeler au cessez-le-feu pour ce qui était Ouais, voilà. Ce qui nous a valu l'isolement à gauche, la calomnie par tous ces médias, 90% détenus par 10 milliardaires d'extrême droite. Mais ces polémiques n'ont lieu que parce que la gauche de rupture que nous sommes fait trembler les puissants. La bataille antifasciste au niveau local et national est inséparable de notre combat contre la guerre et la négation du droit international promu par les gouvernements d'extrême droite de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. À ceux qui les prennent en modèle et présentent la guerre comme une solution, nous opposerons toujours l'objectif d'une France indépendante, non alignée au service du droit international, de la coopération intermondialiste et de la paix. Une France non alignée, c'est quand même fou qu'il faut que ce soit à la France insoumise qu'on rappelle des doctrines gaullistes. Mais comme on est à Londres, on peut se réclamer de De Gaulle de la résistance et pas de De Gaulle du coup d'État. On a de la chance. Et la France respectueuse du droit international, c'est la France de l'ONU plutôt que le G7. Parce que figurez-vous que pendant qu'il y a des coupes budgétaires pour la EFE, il y a 20 millions qui sont fléchés pour le G7, pour l'organisation du G7. Ces crédits devraient aller aux Français de l'étranger parce que le G7, en fait, c'est juste l'idéologie de la croissance infinie, mortifère, qui concurrence l'ONU et toutes les instances internationales. Pour faire notre projet pour les Français de l'étranger, il y a donc de l'argent. Et l'argent, nous demanderons à aller les chercher. Parce que pendant cela, dans les autres listes, il y en a qui disent qu'il faudrait attaquer les retraites des profs de l'AEFE, passer plus en contrat local. Mais nous n'attaquons pas les conquis sociaux. Il n'y a pas besoin de niveler par le bas. Bon, si la France veut des ambassadeurs, puisque c'est pour ça qu'elle fait des conseillers consulaires, il faut qu'elle leur s'en donne les moyens. Notre projet, c'est que la République soit étendue au-delà des frontières. Et le projet républicain doit être assuré pour toutes et tous. Je vous l'ai dit, pour nous, c'est ce contenu anthropologique initial d'une société civile active qui est unie par des valeurs et qui doit en fait être réactivée dans cette élection. Donc il y a d'abord la liberté de l'esprit, de décider de sa vie, donc la liberté d'installation, de circulation et les conditions matérielles qui sont le prérequis à toute liberté. Ensuite, l'égalité. Et pour cela, nous défendrons l'ambition de la gratuité universelle dans l'enseignement français, l'amélioration du système de bourse et des larges campagnes de communication pour informer dessus, parce qu'il n'y a pas assez de communication. Nous nous mobiliserons face aux enveloppes inférieures aux besoins ou si les critères financiers des bourses sont inadaptés au coût réel de la vie. La fraternité, enfin, nous porterons une grande attention à accroître la solidarité pour les Français les plus vulnérables, par exemple par la réforme du mode du calcul du montant des aides sociales consulaires. Et nous informerons dessus au fur et à mesure de notre cycle d'audition citoyenne. Et nous voulons la sécurité sociale au Royaume-Uni aussi. Enfin, pour les Français du Royaume-Uni, attention. Nous porterons que les consulats deviennent des antennes des caisses de retraite pour assurer la bonne comptabilisation des trimestres au Royaume-Uni et l'intégration de la Caisse des Français de l'étranger dans la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'était avant tout une promesse sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale d'une société fondée par la solidarité nationale. Et l'ambition de garantir aux Français des prestations pour atténuer les risques liés à la maladie, aux aléas familiaux, vieillesse, faire en sorte que les Français n'aient plus peur de l'avenir. Et je vous l'apprends, c'est la Grande-Bretagne qui a montré la voie en partie à la France. Parce qu'avec l'industrialisation qu'a connue rapidement la Grande-Bretagne au XIXe siècle, bon, vous connaissez l'histoire, l'apparition des ouvriers, la misère dans les faubourgs des grandes villes, et il y a eu des syndicalistes qui se sont élevés pour mieux protéger les travailleurs face aux aléas de l'existence. Et il y a eu les lois de 1906 étatiques, le Old Age Pensions Act, et en 1911 la NHS, qui ont posé les fondements d'une assurance vieillesse et d'une assurance maladie. L'année 1940, c'est l'occupation et les débuts de la résistance. Parmi les résistants gaullistes, il y a Pierre Laroque, qui voit les débats suscités par les propositions de l'économiste anglais William Beveridge. Et en 1943, le Conseil national de la résistance prépare son programme de la France républicaine. C'est ce qu'on appelle les jours heureux, rétablissement de la démocratie, nationalisation d'entreprises et instauration de la solidarité nationale. Si vous le voulez pour 2027, votez Jean-Luc Mélenchon.
Bon, donc nous pensons, je vous fais tout mon petit topo sur la République, je suis désolée, je suis un peu longue, mais c'est pour vous dire que, en fait, cette extension du projet républicain au Royaume-Uni, aux Français du Royaume-Uni, en fait, on veut le voir par des nouveaux services publics. Et c'est pour ça que nous pensons que les ambassades et consulats doivent être investis comme opportunité de faire vivre notre projet social. Comme dans les mairies, pourquoi ne pas avoir une cellule psychologique pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles ou les personnes victimes de discrimination, de validisme, enfin pour plusieurs publics? Pourquoi ne pas avoir des référents insertion à l'emploi parce que le chômage chez les jeunes expatriés est aussi un problème, ou des permanences juridiques puisqu'il y a cet enjeu pour le combat féministe ici qui est que le partenaire visa crée une dépendance de son conjoint. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait préparer. Puisque, en fait, si on veut faire la République, c'est pas simplement invoquer les morts comme ils le font à la droite. Les républicains, c'est facile, mais tout le monde le fait, invoquer la République. Mais en fait, nous allons faire place au peuple vivant, ses problèmes et ses ambitions. Si la France veut des ambassadeurs, si elle veut son rayonnement diplomatique, elle doit soutenir la diffusion de la francophonie. Alors, le français, c'est un contre-pouvoir vu que c'est un projet politique. C'est la langue de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen de Victor Hugo, dont Les Misérables, l'adaptation en comédie musicale et la comédie musicale l'a jouée depuis le plus longtemps à West End à Londres, et la deuxième à Broadway. Et c'est notre fierté, puisque c'est une œuvre politiquement subversive. C'est aussi la langue de Théodora ou d'Aya Nakamura qui s'exporte au-delà de nos frontières et montre que le français est le creuset de cette créolisation dont je vous parlais au début. C'est une langue qui évolue vite, très diverse et qui la rend unique. Il y a 400 millions de locuteurs, mais seulement un quart sont français. Alors oui, on peut dire que c'est une langue imposée par la colonisation, mais pour Léopold Sédar Senghor, c'est l'aboutissement de la négritude comme mouvement politique et littéraire. C'était justement le français en partage qui ferait la civilisation de l'universel, puisqu'elle permettrait sur les 5 continents de nouveaux dialogues, de nouvelles coopérations. Si la France a vocation à être représentée sur les 5 continents, nous voulons les 5 continents aussi représentés en France. Ce sont les liens entre l'antifascisme, l'internationalisme, la créolisation et la francophonie que j'essaye d'expliciter, mais qui sont confus même dans ma tête. La francophonie, c'est cet espace de la créolisation. Nous aussi, nous sommes cette créolisation. Nous avons en nous le meilleur du Royaume-Uni, le meilleur de la France, peut-être aussi le pire des deux. Mais pour soutenir ce projet culturel et en fait politique qu'est la créolisation à travers la francophonie, il faut soutenir les alliances françaises. Il faut soutenir les structures flammes qui sont pour des familles très modestes des fois le seul lien à la France qu'ils ont, c'est-à-dire ces cours de français du samedi matin, puisque ce sont des petites structures associatives. Il faut aussi rétablir l'égalité à l'AEFE, comme je vous l'ai dit. L'augmentation des frais de scolarité, le désengagement de l'AEFE est en fait contre-productif, les études le montrent, puisque en fait, économiser les coûts fait économiser les recettes, il y a moins d'inscriptions tout simplement. Donc à chaque fois, les insoumis ont été les seuls à s'engager à l'Assemblée. Donc on a fait des amendements pour l'augmentation des crédits des bourses, pour le renforcement des effectifs dans les consulats, contre la coupe budgétaire de l'AEFE de 58 millions d'euros. Je le redis, on réduit de 58 millions, mais on dépense 20 millions pour le G7. Le G7, c'est la diplomatie sans les pays du Sud, seulement les pays riches entre eux pour décider de l'économie mondiale. C'est l'esprit de club qui parasite aussi les conseils consulaires, contre le principe démocratique, la confidentialité contre la diplomatie ouverte. Le G7, c'est Israël a le droit de se défendre contre l'ONU et le droit humanitaire et humaniste. Bon. Pour conclure, parce que je vous ai embêté assez longtemps, on a une chance au Royaume-Uni, c'est qu'il pleut tout le temps et tous les jours. Ce qui veut dire... moi je suis à York et il pleut tout le temps, ok? Mais justement, mais attendez, je vais le tourner en bien. Ça veut dire que si chacun sème un petit peu, des petites graines, autour de... Ouais! L'avenir pourra être plus radieux. C'est pour ça, si vous ne voulez pas militer, engagez-vous, parlez aux gens autour de vous, inscrivez des gens sur les listes électorales. La victoire n'est pas gagnée pour cette élection-ci, donc allez voter, c'est déjà bien. Mais n'oubliez pas qu'une autre campagne commence et qu'on a besoin de vous, de chacun de vos forces vives. Merci. Sur cette note, merci encore
à tous d'être venus et je vous prie d'accueillir le coordinateur de la France Insoumise, député de Marseille, Manuel Bompard. Merci. Merci beaucoup. Je sais pas si vous m'entendez bien ou pas, parce qu'avec un micro comme ça fait bizarre. C'est bon, tout le monde m'entend bien. D'abord, merci beaucoup de votre présence. Et un grand merci, je m'ajoute aux remerciements pour les militantes et les militants de la France Insoumise qui ont préparé cette soirée ensemble. Moi, c'est la première fois que je viens dans le cadre d'un événement politique ici à Londres. Et contrairement à ce que disait Nina tout à l'heure, c'est pas vrai qu'il pleut tout le temps, parce que quand on est arrivé, il faisait au contraire beau, alors qu'il pleuvait à Paris. Comme quoi, vous voyez, parfois, il y a des choses qui correspondent pas tout à fait à la réalité qu'on peut observer. Mais en tout cas, c'était important pour moi et pour nous, les parlementaires de la France Insoumise, de s'engager dans ces élections consulaires. Moi, je viens ici à Londres en soutien de la liste que vous avez constituée, mais j'ai certains de mes collègues qui sont aussi allés appuyer d'autres listes. Mon collègue François Picmal qui était en Espagne il y a quelques jours aussi pour soutenir notre liste à Madrid. Et au final, c'est pas la première fois qu'il y a des élections consulaires depuis que la France Insoumise existe. Mais je pense pouvoir dire que c'est la première fois que la France Insoumise s'engage pleinement dans ces élections consulaires, puisqu'on a présenté une cinquantaine de listes partout dans le monde dans ces élections consulaires, sur l'ensemble et sur tous les continents, avec évidemment l'objectif de porter un certain nombre de propositions politiques dans le cadre des compétences des représentants des Français de l'étranger qui sont élus au moment de ces élections consulaires. Et les camarades avant moi ont donné un certain nombre de propositions, d'engagements que prennent les candidates et les candidats dans le cadre de ces élections consulaires. Mais je pense que ces élections consulaires, celles-ci en particulier, parce qu'elles ont lieu dans un contexte national et international particulier, parce qu'elles ont lieu un an avant les élections présidentielles qui vont avoir lieu en 2027, je pense que tout le monde ressent qu'elles vont aussi avoir une signification, qui est une signification politique nationale. Bien sûr, on vote et on a intérêt à voter pour élire des personnes qui, dans le cadre des pouvoirs réduits, il faut le dire, mais important, qu'ont les représentants des Français de l'étranger, les délégués consulaires ou les membres des assemblées, dans le cadre de ces pouvoirs-là, vous avez quand même intérêt à élire des gens qui, d'abord, ont réfléchi aux propositions qu'ils peuvent vous formuler, ils l'ont fait, mais surtout dont vous pouvez avoir confiance sur le fait que ce ne sont pas des gens qui vont se laisser marcher sur les pieds, parce que les batailles qu'il faut mener dans l'exercice de ces mandats, c'est quand même des batailles qui nécessitent de la détermination, une volonté d'entraide, une volonté de se mettre au service des Français qui vivent ici, avec l'objectif de régler au moins la part des difficultés et des problèmes qu'on peut régler à travers ce mandat. Évidemment, il y a des choses que vous subissez ou que vous vivez au quotidien qui ne dépendent pas du pouvoir politique national, qui dépendent du pouvoir politique du pays dans lequel vous vivez, mais il y a des problématiques, il y a des questions d'entraide qui nécessitent, je crois, d'avoir des représentants qui sont des représentants qui démontrent dans leur engagement militant, quotidien, dans les luttes dans lesquelles ils s'engagent, y compris ici, que vous pouvez leur faire confiance pour ensuite porter votre parole, porter votre voix, et essayer de faire le maximum à chaque fois pour faire avancer les dossiers qui vous concernent directement. Donc bien sûr, cette question-là, elle est centrale. Mais honnêtement, moi je suis aussi venu pour vous dire que je pense que vous n'êtes pas indifférent de la situation politique nationale. D'abord parce que vous avez la nationalité française et que ce qui se fait en France, évidemment, vous le regardez avec une attention particulière. Sans doute parce que vous y avez encore de la famille, des amis, des proches et qui vivent aussi la situation politique nationale. Peut-être aussi parce que vous ne serez pas français installé ici à Londres toute votre vie, que peut-être certaines d'entre vous vont revenir, d'autres vont partir dans un autre pays. Et donc, je pense que ce qui se passe, la situation du pays, elle vous préoccupe au plus haut point. Et que, évidemment, dans ces élections consulaires, vous allez aussi pouvoir envoyer un certain nombre de messages avec une signification politique nationale. Bien sûr, vous allez élire des gens qui vont se battre au quotidien pour vos dossiers.
Bien sûr, vous allez élire des gens qui vont essayer de vous aider dans vos démarches. Vous allez aussi élire des gens qui vont porter des préoccupations. Et pour porter ces préoccupations, vous avez intérêt qu'ils les portent auprès de parlementaires, de députés à l'Assemblée nationale, qui ont fait la démonstration dans leurs engagements depuis maintenant plusieurs années, qui portent aussi vos intérêts, votre parole, vos droits. Un certain nombre de problématiques qui ont été évoquées tout à l'heure dans les interventions sont liées à des choix, et en particulier des choix budgétaires, qui ont été faits par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis maintenant une dizaine d'années, qui sont des choix de coupes budgétaires massives, dans lesquels on vient prendre dans les services publics, dans lesquels on vient prendre dans la sécurité sociale, dans lesquels on vient prendre dans les ministères de l'Éducation nationale, de l'écologie, de la santé, et que pour une partie, pas pour toutes, mais pour une partie de ces coupes budgétaires, vous en subissez aussi, vous, les conséquences, vous, Français installés à l'étranger, sur le droit à l'éducation, sur l'augmentation des frais de scolarité, sur les difficultés d'accès à une protection sociale, pour prendre ces exemples, pour l'accompagnement des services consulaires qui ont été très largement impactés par ces coupes budgétaires. Et ça, c'est des choix politiques. Et face à ces choix politiques, il y a eu une force politique à l'Assemblée nationale qui s'est mobilisée contre ces budgets, qui a déposé des motions de censure quand ces budgets passaient en force par 49.3, qui a voté à chaque fois les motions de censure pour renverser ces budgets. Et cette force politique, c'est la France insoumise. Alors certes, nous n'avons pas de députés élus représentant les Français de l'étranger, mais je pense que vos élus consulaires, ce sera autant d'interlocutrices et d'interlocuteurs pour aussi aller interpeller les parlementaires de la France insoumise, faire valoir aussi et faire connaître vos préoccupations et vos difficultés, et faire en sorte qu'il y ait une représentation parlementaire qui porte aussi ces préoccupations à l'Assemblée nationale. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, ce sera autant d'électrices et d'électeurs pour élire lors de prochaines échéances électorales, soit dès le mois de septembre avec une première vague de renouvellement des sénatrices et des sénateurs, soit lors de la vague de renouvellement suivante, en tout cas des représentants au Sénat des Français de l'étranger qui, on l'espère, pourraient être des représentants insoumis. Et ça va dépendre du résultat de ces élections consulaires. Plus il y aura d'élus, des listes insoumises ou soutenues par la France insoumise aux élections consulaires, plus il y aura de voix pour élire des sénatrices et des sénateurs représentant les Français de l'étranger, issus de la France insoumise. Et donc, votre vote, de ce point de vue-là, il va avoir une signification politique immédiate. Et puis, je parlais de vote qui envoie aussi un message. Et ce message, c'est celui de quelle France on veut. Et clairement, à un an de l'élection présidentielle, et un an avant des élections législatives qui vont suivre les élections présidentielles, votre vote aux élections consulaires, d'un certain point de vue, pour les Français de l'étranger, c'est un peu le premier tour de l'élection présidentielle. Et donc la question, c'est quelle France nous voulons et quelle France vous voulez. Je pense que comme moi, vous êtes assez triste de voir à quel point le pays est dans une situation sociale et économique de plus en plus désastreuse. On a atteint sous Macron des records historiques de pauvreté qu'on n'avait pas atteints en France depuis les années 70. Je pense que comme moi, vous êtes affligés de voir que, par exemple, la préoccupation écologique, qui était présente il y a encore une dizaine d'années dans le champ politique national, semble avoir absolument disparu aujourd'hui de l'agenda politique en tout cas. Exemple, on ouvre à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui l'examen d'une nouvelle loi qu'ils appellent loi d'urgence agricole, qui est présentée comme étant une loi visant à répondre aux problématiques des agricultrices et des agriculteurs, et qui en vrai est une loi d'attaque massive du vivant, de réintroduction de pesticides, d'autorisation d'élevage industriel, qui petit à petit va encore nous faire reculer sur les objectifs qui devraient tous, je pense, nous réunir, qui sont les objectifs, par exemple dans le domaine agricole, de faire la transition vers une agriculture paysanne et respectueuse de l'environnement. Les messages politiques que vous allez envoyer dans cette élection consulaire, c'est des messages qui vont avoir aussi une répercussion nationale. Je pense que, comme moi, vous êtes affligés de voir que face au choc économique que l'on connaît en ce moment, notamment avec l'augmentation des prix des carburants, l'augmentation de l'inflation qui vient, parce que pour l'instant c'est les carburants, les prix de l'énergie, demain sans aucun doute, et ça a commencé, ça sera l'inflation, y compris sur les produits alimentaires, de voir que vous avez un gouvernement qui ne fait absolument rien sur ce sujet
et qui refuse de faire la seule chose qu'il faudrait faire en vérité, c'est-à-dire organiser un partage de la richesse, donc s'attaquer aux super bénéfices, aux super profits de géants aujourd'hui du pétrole qui chaque jour font 12 millions d'euros de super profits pendant que l'essentiel des Françaises et des Français sont obligés de se serrer la ceinture pour pouvoir se déplacer, pouvoir se nourrir, pouvoir amener les enfants à l'école. Bah ça, c'est aussi des choix politiques gouvernementaux de ministres, quand on les écoute à l'Assemblée nationale, dont on se pose la question de savoir si c'est des ministres de la République française ou des avocats de Total et de leurs super profits, puisque manifestement, la seule chose qu'il ne faut pas toucher, c'est ça. Bon, et je pense que comme moi, voilà, vous êtes inquiet de cette situation. Je pense que comme moi, vous êtes aussi très triste parce que vous avez la nationalité française et quand vous rencontrez des gens, ici y compris, je pense qu'on vous parle de la position que prend la France et la manière avec laquelle on a le sentiment que la parole de la France sur la scène internationale a été absolument bafouée, dénigrée, elle a perdu toute crédibilité en vérité, notamment parce que le règne du double standard, du double discours, du sentiment qu'on peut être et donner l'impression d'être très attaché au respect du droit international, et à juste titre, quand la Russie décide de déclarer la guerre à l'Ukraine, mais qu'on est incapable de dire que le droit international il doit permettre de protéger le peuple palestinien, et que si on est indigné par les crimes qui ont eu lieu le 7 octobre, ça ne peut en aucun cas justifier un génocide à Gaza et la poursuite de la colonisation, parce que la France aujourd'hui est incapable d'être à la hauteur de la patrie des droits de l'homme, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle parfois, et d'un pays qui est capable de faire résonner partout une préoccupation de défendre les droits humains et le droit international, et ben franchement, on se dit que c'est pas le pays qu'on aime, et c'est pas la France telle qu'on l'imagine, et telle qu'on imagine sa voix sur la scène internationale. Et toutes ces questions-là, évidemment, je suis pas en train de vous dire que les élections consulaires vont résoudre toutes ces questions-là. Je vous mentirais si je vous disais ça, et l'objectif, c'est pas de vous raconter des histoires. Mais je pense que la force que vous allez donner dans cette campagne des élections consulaires, aux listes qui défendent la justice sociale, la justice fiscale, la transition écologique, la paix, la parole de la France et le respect du droit international, toute la force que vous allez donner avec vos bulletins de vote au moment des élections consulaires, bah ça sera autant de force qui va résonner d'abord immédiatement au lendemain des élections consulaires, mais qui vont nous donner de la force aussi dans la bataille décisive qui s'ouvre de l'élection présidentielle. Parce que cette élection présidentielle, toutes les élections présidentielles sont importantes en France. On ne va pas se raconter d'histoire. Mais celle-là, elle va s'inscrire quand même dans un moment qui est un moment particulièrement décisif. Et que vous connaissez ici, parce que même s'il y a eu le Brexit, même s'il y a des différences, évidemment, entre nos sociétés, je pense que la société britannique, elle est frappée quand même des mêmes confrontations, des mêmes contradictions que la société française. Ses difficultés sociales et ses difficultés économiques. Et sur ces difficultés sociales et ces difficultés économiques, l'émergence pour les puissants qui dirigent d'une voie de recours qui n'est plus le libéralisme triomphant qu'on a connu en France avec l'avènement de Macron, mais qui est la tentation autoritaire de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et vous le vivez ici, et vous l'avez vécu le week-end dernier, tu en as parlé tout à l'heure avec ces démonstrations de force, que heureusement pour l'instant, même si l'extrême droite fait des scores électoraux importants en France, heureusement pour l'instant elle n'a pas franchi le cap que vous avez observé ici de la démonstration de force populaire dans la rue, pas en tout cas avec les proportions que l'on a connues et qu'on a regardé nous aussi avec beaucoup d'inquiétude, et j'imagine que vous l'avez vécu vous avec beaucoup d'inquiétude. Et donc l'élection consulaire, elle va être la préparation de cette bataille-là aussi. Et dans cette bataille-là, on a besoin de force. Dans cette bataille-là, on a besoin de soutien. L'élection présidentielle qui vient, elle va se jouer dans un affrontement avec des tentatives sans doute de réinventer la proposition macroniste, avec quand même des difficultés parce que le bilan est calamiteux et que le rejet de la politique d'Emmanuel Macron est quand même massif aujourd'hui dans notre pays. Je pense que vous le ressentez, vous le vivez aussi ici. Et puis, une tentation de bascule vers l'extrême droite. Et de l'autre côté, la nécessité non seulement d'avoir une offre politique et une offre politique de résistance, mais qui ne peut pas être seulement une offre politique de résistance, qui doit aussi être une offre politique d'alternative. Et cette alternative-là,
Alors peut-être certains d'entre vous regardent les débats qui a lieu en ce moment sur la préparation de l'élection présidentielle, mais quand on regarde les choses avec sérieux, sans sectarisme ou dogmatisme, en vérité, aujourd'hui, la seule force politique qui est en capacité d'initier, d'impulser, pas seule, nous on tend les mains, on tend les bras, on est prêt à le faire avec d'autres, mais la seule qui est en capacité d'impulser une dynamique populaire suffisamment puissante pour permettre la victoire d'une alternative au macronisme et pour empêcher l'extrême droite de s'emparer au pouvoir, c'est la France insoumise et c'est la campagne qu'on a déclenchée avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas en train de dire que la France insoumise, elle prétend pouvoir y arriver toute seule. On n'a jamais dit ça. Et l'objectif de notre campagne, c'est justement de tendre les mains, d'ouvrir les bras pour que toutes celles et ceux qui veulent mener cette bataille avec nous puissent le faire. Mais ce qu'on dit par contre, c'est qu'on n'a plus de temps à perdre dans les petites magouilles internes de partis qui ne se mettent pas d'accord entre eux, qui se tirent la bourre, qui masquent, y compris, il faut le dire, derrière des postures unitaires, en vérité des affrontements d'intérêts personnels. Je pense que l'heure n'est pas à ça en fait. L'heure est de rentrer dans une bataille qui ne va pas être une bataille facile et qui va nécessiter la mobilisation de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes pour aller convaincre. Et si parfois vous avez des doutes sur la capacité qu'on y arrive, je vous rappelle quand même qu'en 2024, après la dissolution de l'Assemblée nationale, tous les médias annonçaient la victoire à venir de l'extrême droite. Vous aviez même des reportages à l'époque sur « Ah, Bardella va être Premier ministre, qui va être son ministre de l'économie, qui va être son ministre de... qui va être le futur président de l'Assemblée nationale, etc. » Vous aviez 27 sondages qui ont été publiés entre la dissolution de l'Assemblée nationale et le premier tour des élections législatives. Les 27 sondages disaient qu'à l'issue des élections législatives, c'est l'extrême droite qui allait avoir le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Donc les sondages, les médias avaient dit le résultat par avance. Et si ce n'est pas ce résultat qui s'est produit, c'est précisément parce qu'il y a eu une mobilisation populaire puissante. Précisément parce qu'il y a eu notamment des Françaises et des Français qui, jusque-là, parfois depuis des dizaines d'années, n'allaient pas voter aux élections et qui se sont dit « là, on va se mobiliser parce que ça va servir à quelque chose ». Et c'est ça notre objectif dans les élections qui viennent. Et je crois que les Français de l'étranger peuvent prendre leur part dans cette bataille décisive qui s'ouvre là. Et que la première étape de cette bataille décisive qui s'ouvre, c'est le vote aux élections consulaires. Ah, je sais, on a tendance à dire que les Français, à caricaturer les Français installés à l'étranger et à les présenter comme si c'était que des riches expatriés qui seraient venus faire fortune. Et tu l'as dit, tu l'as très bien dit tout à l'heure, qui oublient le fait que parmi les Français installés à l'étranger, il y a différentes conditions sociales, il y a différents points de vue. Et on a tendance dans les médias français à dire de toute façon les Français de l'étranger c'est un électorat qui est acquis au macronisme ou à la droite. Bon, je rappelle quand même ici qu'à la dernière élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a réalisé, si mes informations sont bonnes, à Londres à peu près l'équivalent de son résultat national, que, sauf erreur de ma part, en Écosse on a été largement en tête. Donc la preuve que chez les Français de l'étranger, il n'y a pas une formation politique qui serait, par définition, gagnerait davantage que les autres. Ce qui est vrai, par contre, c'est que, bien souvent, il y a une très faible participation, une très forte abstention, qui n'est pas due, ou pas que due à du désintérêt qu'il pourrait y avoir chez certains Français installés à l'étranger, qui est due aussi, tu en as parlé, à des difficultés matérielles, de conditions d'accès au vote. Parfois, je m'en rappelle sur certaines élections, le scrutin par Internet qui ne fonctionne pas toujours parfaitement bien, de manque d'informations sur comment on s'inscrit pour pouvoir voter dans ces élections, de difficultés pratiques, tu en as parlé, sur le fait d'avoir une adresse qu'il faut déclarer, etc. Donc il y a ça, il y a cette partie-là, mais je crois qu'il y a vraiment des marges de progression qui sont significatives, y compris pour la France insoumise et le programme qu'on va apporter dans ces élections consulaires, puis ensuite dans ces élections présidentielles, ici chez les Français installés à l'étranger. Et tu disais tout à l'heure que la dernière fois, on a échoué à se qualifier au deuxième tour à 400 000 voix au premier tour de l'élection présidentielle. Je rappelle que si on s'était qualifié la dernière fois, c'est l'extrême droite qu'on éliminait
du second tour de l'élection présidentielle. C'est important de s'en rappeler parce que en 2022, avant les élections présidentielles, les sondages mettaient Jean-Luc Mélenchon à 8,5% à 4 mois de l'élection présidentielle et mettaient Marine Le Pen à 30%. Et il y avait même eu des sondages entre 2017 et 2022 qui mettaient Marine Le Pen à 33, à 34% et qui disaient c'est plié, l'extrême droite va gagner. Hein? Il y avait 20 points d'écart au début de la campagne entre la candidature Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022 et la candidature de Marine Le Pen. Le soir de l'élection, il n'y avait plus qu'un seul point d'écart et ça représentait 400 000 voix de différence. Eh bien, ces 400 000 voix de différence, je ne dis pas qu'elles sont toutes à Londres, je ne dis pas qu'elles sont toutes en Angleterre, mais il y en a peut-être quelques-unes ici, et en tout cas, si on veut combler ces 400 000 voix d'écart, c'est la première étape pour se qualifier au second tour. On va avoir besoin, sans doute, si on y parvient, de faire changer d'avis des gens qui ont voté pour d'autres candidats et de leur dire et de les convaincre que le programme que l'on porte, il est plus intéressant, mais aussi, sans aucun doute, de faire voter des gens qui n'ont pas voté sur les élections précédentes. Et je pense là, par contre, qu'il y en a ici à Londres et qu'il y en a ici au Royaume-Uni de manière générale. Et ça, c'est aussi le travail des uns et des autres. Et si je peux me permettre, je pense que tous les élus qu'on aura à l'issue de ces élections consulaires, bien sûr, ils auront un travail à destination de l'ensemble des Français installés à l'étranger, ceux qui ont voté pour eux comme ceux qui n'ont pas voté pour eux, mais ils seront aussi des ambassadrices et des ambassadeurs de la campagne présidentielle qu'on va mener, du programme que l'on va porter. Donc ça sera d'autant plus d'atouts, de points forts pour mener cette campagne qui vient. Face à l'extrême droite, il n'y aura pas d'autre chemin que la mobilisation populaire puissante. Alors j'en profite parce que je suis là devant vous, j'entends parfois dire oui c'est bien, vous allez peut-être vous qualifier au second tour, mais une fois que vous êtes qualifié au second tour, c'est pas sûr que vous gagnez. Bon, alors déjà, je rappelle que le principe d'une élection, c'est pas sûr qu'on la gagne, parce que sinon, on fait pas d'élection. Le seul régime politique que je connais dans lequel vous êtes sûr de gagner les élections avant qu'elles existent, ça s'appelle la dictature. Je pense que personne ici propose ça. Ceci étant dit, je le disais tout à l'heure, en 2024, on nous disait déjà qu'on allait perdre. Et quand j'entends parfois dire oui, la France insoumise, vous êtes en quelque sorte trop radicaux pour pouvoir gagner au second tour face à l'extrême droite, j'ai un peu envie de m'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays dans le monde, et en particulier ici, d'un certain point de vue. C'est-à-dire que quand la gauche, parce que pour gagner, elle explique qu'en gros, il vaut mieux mettre des candidats qui sont des candidats les plus à droite possible de la gauche, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent gagner, le résultat, à la fin, c'est que la gauche, elle déçoit. Et que quand la gauche, elle déçoit, ceux qui en profitent, c'est l'extrême droite. Et c'est aussi ce que vous êtes en train de constater ici au Royaume-Uni et ici en Angleterre. De la même manière que c'est la même logique politique de ceux qui disent ça aujourd'hui qui a conduit aux États-Unis à ce que, pour battre Trump, ils fassent le choix de Kamala Harris en disant il vaut mieux une candidate qui, je cite ses objectifs stratégiques au début de la campagne, se fixe comme objectif d'aller séduire les franges modérées de l'électorat républicain qui vont être dégoûtés par Trump. Et le résultat, ça a été que Trump a gagné, parce que non seulement elle n'a pas séduit de franges modérées de l'électorat républicain qui ont quasiment tous voté pour Trump, mais surtout, elle a démobilisé les électorats populaires, la jeunesse et celles et ceux qui subissent le plus les conséquences de la politique à l'œuvre aujourd'hui. Et donc eux, ils ne sont pas allés voter, les autres ne sont pas allés voter non plus, et c'est Trump qui a gagné. Moins parce que Trump a progressé par rapport à l'élection présidentielle précédente, mais surtout parce que le camp démocrate a perdu beaucoup de voix par rapport à l'élection présidentielle précédente. Et donc de ce point de vue-là, vous voyez, vous avez sous les yeux, vous, les conséquences d'une gauche qui, pour gagner, prétend qu'il vaut mieux une candidature qui soit une candidature plus modérée. D'abord, bien souvent, elle ne gagne pas, au contraire, elle perd. Et que malheureusement, quand elle gagne, c'est de courte haleine, de courte durée, parce que ensuite elle déçoit, elle démobilise, et à la fin, c'est l'extrême droite qui en tire les bénéfices et qui continue à progresser. Précisément, si vous voulez battre si vous voulez battre l'extrême droite, vous devez mobiliser le peuple, et vous devez le mobiliser par un programme et une vision alternative de la société. Vous ne le mobiliserez pas en permanence sur le vote contre et sur le fait de dire allez voter parce qu'il faut empêcher les autres de gagner. Parce que ça marche une fois, ça marche deux fois, ça marche trois fois et au bout d'un moment ça marche plus. Si vous voulez mettre en mouvement les gens, vous devez vous adresser aux oubliés de la politique,
aux plus frappés par les conséquences politiques, et vous devez leur donner des raisons d'espérer qu'il existe une autre alternative possible, et c'est celle qu'on incarne et qu'on représente. Juste un chiffre pour que vous l'ayez en tête, contrairement à ce que vous entendez parfois. Au second tour des élections législatives, quand il y a eu des duels d'affrontements entre la France Insoumise et le Rassemblement National, dans la majorité des cas, c'est la France Insoumise qui l'a remporté. Donc oui, la France Insoumise au second tour de l'élection présidentielle peut battre l'extrême droite. Et moi, si je peux me permettre, je pense même que c'est la seule force politique à gauche qui peut battre l'extrême droite, parce que c'est la seule... Parce que c'est la seule qui peut mettre en mouvement des catégories de la population sans laquelle il n'y aura pas de changement politique possible en France. Parce qu'il n'y aura pas de changement politique possible en France sans la jeunesse, sans les quartiers populaires, sans les zones populaires. Parce que sinon, c'est l'extrême droite qui gagnera, et elle gagnera sur la démobilisation populaire. Voilà, juste je dis ça parce que je sais que parfois ça peut occuper, j'imagine, certaines de vos discussions quand vous regardez le paysage politique national. C'est la raison pour laquelle on s'est engagé déjà dans la campagne de l'élection présidentielle. Et c'est la raison pour laquelle on s'engage aussi pleinement dans ces élections consulaires, comme on s'est engagé pleinement dans ces élections municipales, en considérant non seulement qu'on avait des choses à dire sur les compétences consulaires, sur les compétences municipales, mais aussi que ça participait d'une même démarche politique nationale et que ça a préparé les échéances politiques décisives qui vont avoir lieu l'année prochaine. Peut-être vous donner quelques éléments d'espoir, je sais pas, mais qui attestent d'une certaine forme de dynamique qui, je crois, est réjouissante et enthousiasmante pour la suite. Jean-Luc Mélenchon a annoncé la candidature à l'élection présidentielle le 3 mai dernier, et au moment où il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, vous le savez, il a demandé à avoir le soutien de 150 000 parrainages citoyens. C'était la condition qu'on avait fixée, en s'inspirant d'un rapport qui avait été fait à l'époque par Jospin et Bachelot, qui s'interrogeait sur le système des 500 parrainages d'élus qui sont nécessaires aujourd'hui pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle en France, et qui proposait des alternatives à ce système. Et les alternatives qui étaient proposées à ce système, c'était de mettre en place un parrainage citoyen et d'évoquer la nécessité d'avoir 150 000 parrainages citoyens. En 2017, on avait pour la première fois déclaré une candidature en demandant 150 000 parrainages citoyens. Il avait fallu 144 jours pour avoir les 150 000 parrainages citoyens. En 2022, on avait proposé à nouveau les 150 000 parrainages citoyens. Il avait fallu 4 jours pour avoir les 150 000 parrainages citoyens. Cette fois, on les a atteints en moins de 24 heures. Alors, vous l'avez peut-être constaté, parce que je sais qu'il y a eu quelques petites difficultés pour les Français installés à l'étranger par rapport aux élections. Mais je vais m'en expliquer. Par rapport aux élections précédentes, il ne suffisait pas seulement d'avoir un mail, il fallait même donner son numéro de téléphone pour attester de l'authenticité de ses signatures. On a fait ça parce que la dernière fois, en 2022, quand on l'avait fait, il y avait des petits plaisantins qui s'étaient amusés à créer plein de fausses adresses mail et de signer, et c'était des journalistes. Et après, ils expliquaient dans les papiers que notre compteur ne valait rien parce qu'eux-mêmes avaient réussi à signer 10 fois. C'est eux qui avaient contourné la règle, mais ils ont montré comme ça. Bon, alors là, on a fait ça pour qu'ils ne puissent pas le faire. Alors, il y a eu des petites difficultés pour les Français installés à l'étranger. Je crois qu'elles sont corrigées, mais si elles ne le sont pas, vous m'en parlerez à la fin. Et notamment, elles étaient dues au fait que les envois de SMS étaient bloqués sur certains envois de numéros chez les Français installés à l'étranger. Normalement, on les a corrigés, mais si vous avez encore quelques difficultés, vous me les ferez parvenir. Tout ça pour dire qu'on a une belle dynamique autour de cette campagne et cette candidature. Qu'à partir de demain, et ça, je pense que ça peut vous intéresser pour les Français installés à l'étranger, on va ouvrir les contributions citoyennes sur le programme, qui permettra à n'importe quelle personne qui souhaite faire des propositions sur le programme, puisqu'on a présenté une version actualisée du programme L'Avenir en commun, mais que cette version était encore en travail. Et une manière de travailler sur ce programme, c'est qu'il puisse y avoir des contributions citoyennes. Et donc, ça sera ouvert à partir de demain, et je vous invite évidemment à y contribuer. Ça peut être pour parler des problématiques des Français installés à l'étranger, mais ça peut être évidemment pour parler d'autres problématiques, avec l'objectif qu'ensuite, à la fin de l'année, on puisse présenter une version actualisée du programme qu'on va porter ensuite dans l'élection présidentielle. Puis, vous le savez, on va avoir un gros événement. Alors, je sais que ça coûte cher, que c'est pas toujours facile pour vous de vous déplacer, mais en tout cas, si vous le souhaitez, sachez qu'il va y avoir un gros événement de campagne le 7 juin, le dimanche 7 juin à Saint-Denis, et qui s'annonce, je crois, comme une belle démonstration de force populaire. On l'a fait symboliquement à Saint-Denis, puisque Saint-Denis, deuxième commune Île-de-France, a été gagné au premier tour des élections municipales par un maire de la France Insoumise, Bali Bagayoko. Donc c'est aussi une manière de nous donner de la force
dans cette élection présidentielle de partir aussi des belles victoires qu'on a remportées aux élections présidentielles. Et puis j'espère qu'on remportera aussi des belles victoires aux élections consulaires et qu'on pourra ensuite faire des événements en s'appuyant sur la belle dynamique des élections consulaires pour la campagne de l'élection présidentielle. Ça me permet de dire une dernière chose peut-être, pour pas être trop long devant vous aujourd'hui. Mais je parlais de Bali Bagayoko, vous avez sans doute vu à quel point il a subi immédiatement une campagne absolument abjecte de racisme, notamment sur la chaîne CNews, et qui, je crois, dit beaucoup de choses du climat politique en France aujourd'hui. Il y a eu évidemment, et c'est pas nouveau, et c'est chaque jour toujours plus, ces campagnes de dénigrement raciste menées par les médias de l'extrême droite, avec celui qui est finalement l'intellectuel organique de l'extrême droite. Le vrai chef de l'extrême droite en France, il ne s'appelle pas Bardella, il ne s'appelle pas Le Pen, il s'appelle Bolloré, et c'est lui qui finance les médias d'extrême droite, c'est lui qui investit des candidats. Il y a bien sûr cette offensive, et je pense que personne ne la voit pas. Mais je veux juste dire aussi qu'il y a des vraies capacités de résistance dans le peuple français. Quand Bali a subi cette campagne de dénigrement, il y a eu immédiatement l'initiative d'appeler un rassemblement devant la mairie de Saint-Denis, et il y a eu plus de 15 000 personnes qui se sont rendues en quelques jours dans ce rassemblement. Vous avez peut-être vu que Bolloré essaye de s'emparer du monde de l'édition, il a bien commencé, qu'il essaye de s'emparer du monde du cinéma, il a bien commencé, que là aussi il y a des capacités de résistance, puisqu'il y a eu notamment une tribune qui a été signée, qui dénonçait la mainmise du groupe Bolloré, et que dimanche, le directeur de Canal+ a annoncé qu'il ne voudrait plus financer les personnes qui ont signé cette tribune, ce qui est quelque chose d'assez inédit en France. C'est la première fois que le maccarthisme devient une politique assumée, c'est-à-dire de sanctions contre une personne, un artiste, parce qu'il a pris une position politique et qu'on dit on va arrêter de vous financer si c'est le cas. Mais ça aussi, ça produit des éléments de résistance, des ferments de mobilisation. Et je pense que c'est très important parce que c'est autant de sources d'espoir pour la campagne qui vient. En vérité, la bataille, elle n'est pas perdue. Moi, c'est le message que je veux faire passer, et c'est pas de la langue de bois. Il y a des éléments de résistance dans le peuple français. Il y a des gens qui ont envie de se battre. Il y a des gens qui veulent une alternative politique. Et ils cherchent une représentation politique qui ne va pas les décevoir, qui ne va pas faiblir, qui est capable de tenir bon, qui est capable de rester fidèle à ses principes. Et c'est la force politique que représente aujourd'hui la France insoumise. C'est pourquoi le message que je voulais vous faire passer, évidemment, c'est voter aux élections consulaires, vous le savez si vous êtes là, mais c'est aussi engagez-vous dans ces batailles, et en particulier dans la bataille de l'élection présidentielle qui va venir. Chacun, à son échelle, peut jouer un rôle. Et je crois que c'est encore plus vrai chez les Français installés à l'étranger, parce que je ne le vis pas comme vous au quotidien, mais j'imagine que c'est plus difficile de militer, parce qu'il faut trouver des lieux dans lesquels vous allez toucher les Français. Donc ça peut être des événements français, mais c'est encore plus que d'autres, je pense, des campagnes qui se jouent sur des réseaux de connaissances, des réseaux de proximité, des gens qui parlent à des gens, qui parlent à des gens, qui parlent à des gens. Et c'est la raison pour laquelle je pense que votre participation à toutes et tous, votre engagement dans ces campagnes-là, il est vital. Si vous laissez juste les candidats aller convaincre les gens, ils vont faire le maximum, évidemment, mais ils ne toucheront pas tout le monde, parce que c'est difficile de toucher tout le monde. Par contre, si chaque personne ici touche 5 personnes qu'il connaît, qui eux-mêmes vont toucher 5 personnes qu'il connaît, à la fin, ça peut vraiment produire des résultats politiques déterminants. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je pense que vous pouvez rejoindre les groupes d'action qui existent. Sachez qu'on a atteint ce matin les 275 000 soutiens à la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, et que parmi ces 275 000 soutiens, il y en a 160 000 qui n'étaient pas membres de la France insoumise. C'est les chiffres qu'on a réussi à faire. Donc c'est plus de la moitié des gens qui ont apporté leur soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui n'étaient pas membres de la France insoumise. Que depuis le 3 mai, qui est la date du lancement de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, il y a 7000 personnes qui ont décidé de rejoindre des groupes d'action, qui ont décidé de passer à l'action en fait. Il y a à peu près 200 groupes supplémentaires qui ont été créés. Il y a plus de 20 000 personnes qui ont téléchargé notre application Action Populaire, qui est l'application qui nous permet de rentrer en mouvement. Et je ne dis pas ça pour dire que tout est gagné. Tout n'est pas gagné.
Mais je dis ça pour dire qu'il y a de l'énergie, des gens qui ont envie de se mobiliser, de se battre. Peut-être on ne sera pas d'accord sur tout. Hein. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur tout le temps. J'ai entendu le 3 mai Jean-Luc Mélenchon dire lui-même qu'il n'était pas toujours d'accord avec tous les points du programme. Et je pense qu'on peut tous avoir des points sur lesquels on se dit est-ce que c'est la meilleure manière, etc. Peut-être que vous allez rencontrer des gens qui vont dire un tel ceci, Mélenchon cela, j'aime pas Manuel Bompard, j'aime pas... principalement, l'objectif, et ça a été quelque chose auquel on a été très attaché dans le déclenchement de la campagne présidentielle, c'était aussi de montrer qu'il y avait une équipe soudée, une équipe solide, avec des gens différents, mais qui décident de pas passer leur temps à essayer de se battre ou à faire des petites rivalités personnelles, mais qui décident de se dévouer ensemble tout entier. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans cette même situation dans cette salle, à un objectif politique, et d'essayer chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, c'est dans cet état d'esprit qu'on a décidé d'engager cette campagne présidentielle. Et encore une fois, cette élection consulaire, c'est une étape de cette campagne. Même si, je le dis, ça ne se réduit pas à ça. Il y a aussi des problématiques de ces élections qui sont évidemment décisives et déterminantes. Voilà peut-être ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, en vous remerciant à nouveau d'être venu, en vous disant que c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Et j'espère qu'on pourra venir peut-être fêter l'élection de plusieurs élus de votre liste, et puis qu'on pourra ensuite, immédiatement après ces élections consulaires, se projeter dans la campagne à venir, la campagne de l'élection présidentielle. Voilà, merci de votre présence, bon courage à vous. Bonne bataille à vous. Bonne dernière ligne droite. Je crois qu'on vote à partir de vendredi. Du 22 au 22 au 27 mai sur Internet. Et puis après, le vote à l'urne, c'est le 31 ici. C'est le 31. Voilà, et donc vous avez les dates et on compte sur vous. Merci beaucoup. Tu peux juste dire à tout le monde de prendre des tracts et il va y voir le stand dehors pour acheter des livres et des livrets s'ils veulent nous soutenir. Alors j'ai un message à vous faire passer. On m'a dit qu'il faut que vous preniez des tracts. Ils sont sur les tables. Il y en a sur les tables. Que vous n'hésitiez pas à venir à la petite table qui se trouve à l'entrée parce que vous pouvez prendre contact, rejoindre les groupes d'action ou éventuellement acheter des petits livres, des petits livrets. Tout ça, ça aidera évidemment la campagne. Voilà, merci beaucoup. Bon courage à vous.